Bonsoir à tous. Cette semaine, nous partons pour l'Irlande du Nord où l'avortement et le mariage entre personnes de même sexe viennent d'être légalisés. C'est également une période incertaine pour cette province du Royaume-Uni en raison du Brexit. Alors quel est le climat sur place? On en parlera avec notre invité, le père Hugh Connolly, qui est l'aumônier des Irlandais à Paris. Et puis, dans l'actu des églises, on reviendra sur le synode sur l'Amazonie avec un écho du Pérou. Vous le savez, le mois missionnaire extraordinaire se poursuit, une initiative du pape François. Alors, comment la jeune église du Bénin envisage aujourd'hui la mission? On en verra un exemple. Mais on commence cette édition avec les repères sur l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord est l'une des 4 nations du Royaume-Uni, occupant le nord-est de l'île d'Irlande qu'elle partage avec la République d'Irlande, État indépendant. Elle se compose de 6 des 9 comtés de la province irlandaise d'Ulster, peuplée d'1,8 million d'habitants. Sa capitale est Belfast. Sur le plan religieux, d'après le recensement de 2011, les protestants sont majoritaires avec environ 41,6% de la population, dont 19,1% de presbytériens et 13,7% appartenant à l'Église d'Irlande anglicane. Les catholiques, eux, représentent environ 40,8%, les sans religion 16,9% et les autres cultes 0,8%. Alors vous vous en souvenez, en juin 2016 a eu lieu le vote du Brexit. Un vote qui a suscité des divisions. Au Royaume-Uni, 51,9% des Britanniques ont fait le choix de quitter l'Union européenne, déclenchant ainsi le processus du Brexit. En revanche, les Nord-Irlandais avaient voté en faveur du maintien dans l'Union européenne. 55,9% des Nord-Irlandais avaient voté contre le retrait. Alors comment le Brexit s'appliquera-t-il à l'Irlande du Nord, où certains s'inquiètent d'une remise en question de l'équilibre trouvé après 30 années de guerre civile? L'accord de sortie conclu entre Bruxelles et Londres le 17 octobre a pour objectif de maintenir cet équilibre. Ainsi, pour garantir l'accord de paix dit du Vendredi Saint qui avait été signé en 1998, il fallait à tout prix éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. L'accord de 2018 prévoyait ainsi de garder l'Irlande du Nord dans l'Union douanière européenne, ce que les Britanniques ne pouvaient accepter. Alors pour contourner cet obstacle, l'accord du 17 octobre prévoit de rattacher l'Irlande du Nord à l'espace douanier britannique, tout en prévoyant un régime spécial selon la destination finale des produits. Autre actualité touchant l'Irlande du Nord, on va y revenir dans cette émission, la légalisation le 21 octobre de l'avortement et du mariage entre personnes de même sexe. Alors place tout de suite à notre entretien. Père Hugh Connolly, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Donc, vous êtes l'aumônier des catholiques irlandais ici à Paris. Je précise que vous êtes originaire du diocèse de Dromore, qui est situé en Irlande du Nord. Vous avez notamment été président du collège Saint-Patrick, qui est le dernier séminaire d'Irlande. Il est situé à Maynooth. Alors, on va bien sûr parler avec vous de l'état d'esprit en ce moment en Irlande du Nord, avec ce Brexit, avec beaucoup d'incertitudes encore à l'heure où nous parlons. Mais on va revenir d'abord sur cette actualité immédiate, l'avortement et le mariage entre personnes de même sexe qui viennent d'être légalisés ou tout le moins les interdictions qui ont été levées. On ne peut plus être poursuivi pour ces actions-là particulières. Alors, cette décision, il faut le préciser, elle vient de Londres. Pourquoi ? Puisque l'Irlande du Nord n'a plus de gouvernement, est en panne de gouvernement, on y reviendra avec vous, depuis 2017. Alors, profitant de la paralysie politique locale, les députés de Westminster ont voté en juillet dernier des amendements pour étendre le droit à l'avortement et au mariage entre personnes de même sexe en Irlande du Nord si aucun gouvernement local n'était formé d'ici le 21 octobre. C'est donc chose faite puisqu'il n'y a toujours pas de gouvernement. Ces changements sont entrés
entrer en vigueur à minuit le 21 à Belfast. On va écouter tout de suite la réaction de Monseigneur Noel Treanor, qui est l'évêque de Down and Connor en Irlande du Nord, et puis on en reparle juste après. L'Église et les églises et les chefs d'Église, ensemble avec énormément de force dans la société civile, ont essayé de arriérer les enjeux éthiques et socio-éthiques de cette proposition. Ils regrettent fort et dénoncent le moyen, et ça c'est très important, le moyen et la méthode par laquelle ces dispositions sont insérées dans cette proposition de loi au mois de juillet, parce que ces deux questions ne sont pas de la compétence de Westminster, mais sont de la compétence des instances politiques d'Irlande du Nord. Ils ont agi d'une façon antidémocratique, sans légitimité. Voilà, Père, une parole assez sévère de Monseigneur Treanor qui dit que ces décisions ne sont pas de la compétence de Westminster. Est-ce que c'est le cas? Vous êtes d'accord avec lui? Oui, normalement, c'est le cas. Et le problème, c'est que... Il y a eu un tour de passe-passe de Westminster. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, normalement, c'est à Irlande du Nord, c'est l'Assemblée à Belfast qui doit décider ces choses. Il n'y a plus d'Assemblée en ce moment. Il n'y a plus d'Assemblée. Voilà le problème en ce moment. Parce que... Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi il n'y en a plus? Pourquoi il n'y a plus de gouvernement? Il y a un scandale, comme très souvent dans le monde politique, un scandale plutôt politique financier. Et alors, ça implique le parti le plus grand en Irlande du Nord. Il y a une enquête en ce moment pour un peu... éclaircir. Oui, tout à fait, éclaircir toutes les choses qui s'attachent à ce scandale. Et jusqu'à ce que ce n'est pas encore fini, alors il n'y aura pas selon moi, il n'y aura pas d'assemblée à Belfast. Donc tout ça n'aura pas été clarifié. Oui. Autrement, il y a pas mal de choses qui se passent là. C'est un délai maintenant de 2 années sans avoir une assemblée. Alors, il était très nécessaire de faire de législation pour de nombreuses choses de la vie quotidienne. Mais quand on a commencé à faire ce processus à Westminster, et il y avait des députés là qui ont ajouté aussi ces 2 choses très importantes, c'est-à-dire l'avortement et aussi le mariage same-sexe. D'accord, donc c'était pour étendre ce qui se passait ailleurs. Alors, dites-nous, comment ça réagit du côté irlandais? Parce qu'on n'a pas vu tellement d'images, de voix qui se sont élevées face à cette question très importante qui était en train de passer... j'allais dire, à l'insu des Irlandais. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en effet, c'est difficile parce que l'Irlande du Nord est petit. Alors, les choses qui se passent là, heureusement, et pas plus de violence. Alors, ça ne se voit pas tellement dans les journaux, disons, des grands pays. Mais en effet, il y avait une réaction assez forte. De qui, alors? À travers les 2 communautés. Parce qu'en Irlande, il faut parler, malheureusement, de 2 communautés. C'est-à-dire, traditionnellement, les nationalistes, plus ou moins catholiques, et puis les unionistes, plus ou moins protestants. Voilà, qui veulent être mais ces questions touchent à toutes les 2 communautés. Oui. Et ironiquement, ils trouvent un accord. Bon, la majorité, non pas tout le monde, mais la majorité, le plus grand parti, trouve un accord sur le fait qu'ils ne sont pas prêts encore pour assouplir la situation en ce qui concerne l'avortement. Et alors, il y avait des grands manifs dans les rues. Il y a eu notamment une manifestation à Belfast en septembre, oui, tout à fait. Oui, manifestation pour la vie, avec, je crois, environ 20 000 participants. Donc ça a été un peu le cœur de la mobilisation chez les chrétiens. Oui, et puis au niveau de paroisse aussi, on a fait pas mal de dispositifs pour contacter les députés, bien que les députés ne vont pas à l'Assemblée en ce moment, mais bon, ils sont là, ils sont déjà toujours payés, alors ils doivent toujours travailler. On a fait pas mal de dispositifs pour faire écouter ce voix des chrétiens qui sont contre. Alors c'est vrai que si on regarde avec ce qui s'est passé ici en France, il ne faut peut-être pas comparer, mais 2013, la Manif pour tous, des centaines de milliers de manifestants, plusieurs mobilisations pendant plusieurs mois. Et on pense à l'Irlande du Nord, qui est vue encore comme très catholique. Et on est un peu surpris de ce décalage-là. On s'attendait peut-être à plus de mobilisation, non? Est-ce que vous avez été surpris ou est-ce que le paysage religieux catholique
ou chrétien est en train de changer dans votre pays? Oui, ça a beaucoup changé. Surtout, pas tellement au Irlande du Nord, parce qu'on doit dire que dans les dernières années, on a vu dans le sud, dans la République d'Irlande, que la législation sur l'avortement a changé. Il y avait un référendum, et puis après la législation, oui. Irlande du Nord, pas tellement catholique, non, parce qu'il y a moitié-moitié, comme vous avez déjà expliqué. Mais on doit dire que les protestants, disons, d'Irlande du Nord, ils ont aussi cette réputation d'être ultra-conservateurs. Et alors, comme ça, il y avait cet accord, pas tellement écrit, mais accord entre les communautés qu'ils étaient plus ou moins contre l'avortement, ou bien contre un régime d'avortement très libéral, comme ça. Ouais. Mais pour autant, ça n'a pas non plus été un raz-de-marée en termes de mobilisation. Oui, je dois dire que il y avait pas mal de mobilisation à travers les 6 comtés. Mais c'est difficile à constater ça depuis des autres pays, mais je pense qu'il y avait pas mal. Et puis, les difficultés, c'est sans un gouvernement, sans l'administration locale, c'est très difficile de faire ressentir ce message. Dites-moi, Père, vous, en tant que prêtre irlandais, vous êtes déçu de cette décision qui vient de passer? Oui, je dois dire que c'est un moment difficile et triste, même pour nous et pour les communautés chrétiennes chez nous, parce que dans tous les 2 parties d'Irlande, c'est-à-dire le sud de la République et aussi au nord maintenant, on a vu ce renversement de la position législative sur l'avortement, surtout. Et puis, il reste à voir ce qui va arriver maintenant, parce que bien que la prohibition, comme vous avez déjà expliqué, est levée hier soir, minuit, je pense, et bon, il y a toujours possibilité d'influencer cette législation il y a quelques mois maintenant, ça doit être les paramètres exacts ou définitifs de cette législation. En jugez par ce que j'ai déjà lu dans les presses aujourd'hui. C'est pas encore, disons, fait. Décidé. Bon, alors, une autre étape juridique, oui, je pense, oui. C'est-à-dire, hier soir a représenté le moment où on avait levé la prohibition. Et maintenant, il reste à faire un peu le travail. Mais sans toujours cet gouvernement local, ça, c'est une tâche très difficile pour les Nord-Irlandais. On voit très bien comment ça pourrait inverser le cours des choses. Alors, je précise que l'épiscopat irlandais a publié un communiqué à ce sujet pour partager son inquiétude, sa préoccupation face à cette décision. Alors, il y a un autre sujet d'inquiétude, bien sûr, qui touche votre pays, c'est le Brexit. De nombreux Irlandais craignent notamment un regain de tension identitaire, ravivant les mauvais souvenirs de 30 ans de guerre civile entre catholiques et protestants. Alors, on va voir un exemple à Derry, qui a été l'épicentre du conflit irlandais. Derry, qui est situé à 115 km au nord de Belfast. Le travail œcuménique depuis la fin du conflit y est important, comme on va le voir dans cet extrait de reportage. Le père Farron est originaire de République d'Irlande. Il anime aujourd'hui la paroisse nord-irlandaise de Saint-Eugène. We have an Anglican church just across the road from our cathedral, and we would work very closely with the Anglican community there. Myself and the archdeacon in that parish work extremely closely, and we're good friends. And so we have a natural relationship with community, and we work well together. Comme la plupart de ses fidèles, il ne souhaite pas que le Brexit entraîne la réapparition d'une frontière physique entre les 2 parties de l'île. A border is divisive, and ultimately here we can have politics and we can have all of that, but what really matters is people, and we should never divide people. So whatever the politicians decide, they should decide what keeps people together. Voilà, on sent, Père, une réaction, que c'est un climat compliqué en ce moment. Oui, et cette réaction est très typique. Moi, je viens aussi, comme vous avez déjà expliqué, un petit diocèse. J'habite à 3 km de la frontière qui n'est plus
parce qu'on ne voit pas, on voit les champs. Voilà. Mais je rappelle bien ces longues lignes de camions, l'infrastructure douanière et l'infrastructure des soldats, tout ça là. Alors, c'était vraiment un cauchemar, même pour visiter la famille de l'autre côté, à 2-3 kilomètres. Bon, personne ne veut retourner à ces jours-là. Parce qu'il y a vraiment un risque aussi avec ça. Ce n'est pas le cas qu'immédiatement il y aura de violence, non. Mais avec une grande frontière comme ça, vient des problèmes de l'économie. Avec problème d'économie vient le chômage. Avec le chômage vient d'autres problèmes sociaux. Et ceci est vraiment le moment où pourra naître cette violence ou bien les voies qui favorisent la violence. D'accord, pour vous, donc, c'est possible, ce regain de tension. C'est toujours un danger, mais je suis un peu encouragé en ces derniers jours et même semaines, bien qu'il y a des positions assez dures de tous les deux côtés. Il semble que tous les deux côtés ne veulent pas vraiment retourner à une frontière dure. Comme on parle de cette frontière dure comme frontière entre les pays, par exemple, ultra la communauté européenne. Alors, dites-nous, peut-être pour comprendre un petit peu, comment les Nord-Irlandais ont voté sur le Brexit. On a compris que majoritairement, ils étaient en faveur d'un maintien dans l'Union, 55,9%, je le disais. Mais au sein de ces Nord-Irlandais, le vote des catholiques, des protestants, expliquez-nous un petit peu. Oui, ça c'est intéressant parce que on a vu là, au début de cette émission, que les populations catholiques protestantes sont assez bien équilibrées. Alors, ni l'un ni l'autre peut voter et trouver la majorité facilement. Mais en ce cas, pour la première fois, et je dois dire dans l'histoire d'Irlande du Nord, il semble qu'il y avait une majorité tirée de toutes les deux populations, presque 57%, qui veulent rester en Europe. Et ça, c'est très intéressant du point de vue de notre histoire, parce que c'est Qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça dit, Père, pour ça veut dire qu'on a vu dans l'Union européenne quelque chose qui nous aide beaucoup. Ah oui, je sais qu'il y a pas mal de problèmes avec l'Union européenne aussi. Mais en effet, l'Union européenne s'est présentée chez nous comme famille de nations, famille d'identité, famille de cultures différentes. Mais une situation, une proposition où toutes ces cultures, toutes ces nationalités, toutes ces langues, en effet, sont respectées. Et alors, si on se trouve, parce qu'en Irlande du Nord, ce n'est pas un bon secret qu'il y a des cultures différentes, des traditions différentes, mais si on se trouve dans cette situation en Europe où il y a pas mal de ces cultures, mais tout le monde vient respecter et il y a même la possibilité de faire valoir culture locale. Alors, ça aide beaucoup. Et je pense que les Nord-Irlandais... Ça résonne chez les Nord-Irlandais, ça. Bon, ça résonne. Oui, il y a toujours ceux qui craignent qu'ils vont perdre leur identité. Mais je pense que déjà, on voit du progrès. Et je dois dire que l'Union européenne a beaucoup contribué à ce développement en Irlande du Nord et à construire la paix. Parce qu'on ne peut pas parler de la paix qui est là. La paix, c'est à construire, toujours. Le moment où on finit de construire, on risque de retourner au passé. Et ça, c'est le vrai risque pour nous. Alors, vous parliez de cette restauration possible de frontières. Bon, on parle d'une frontière maritime, tout ça est encore très, très incertain, mais voilà, comment est-ce que vous percevez, vous, ce qui se vit chez les chrétiens aujourd'hui et comment l'Église, les paroisses les accompagnent dans ce temps d'incertitude, de peur sans doute? Bon, et ça c'est intéressant parce que oui, et on peut parler d'ambiance de peur et ambiance d'incertitude. Mais heureusement, après toutes ces décennies de violence et de difficultés entre les communautés, on a construit pas mal d'infrastructures, comment dire en anglais, cross-community, c'est-à-dire des dispositifs qui impliquent toutes les deux communautés ensemble, à travailler ensemble. Heureusement, parce que maintenant, on se trouve en Irlande du Nord avec cette infrastructure qui est là. Bon, alors, il y aura des problèmes, sûrement, avec le Brexit, n'importe quelle solution on trouve. Mais je pense qu'on est mieux placé maintenant. On est mieux placé maintenant que peut-être il y a 20 ans, peut-être il y a 30 ans, sûrement 30 ans, parce que 30 ans, il n'y avait pas
beaucoup de communication entre ces communautés qui habitent côté à côté, vivent côté à côté, mais sans beaucoup de possibilités de faire l'échange vraiment entre eux. Maintenant, ça a beaucoup changé. Et je pense qu'on est beaucoup mieux placé en ces jours à faire face aux défis de Brexit et des solutions qui seront proposées. Et on voit bien, effectivement, aujourd'hui, cette question du Brexit, elle dépasse les clivages catholiques-protestants, comme vous le disiez aussi dans le vote, ça s'est exprimé différemment. C'est vraiment une question politique aujourd'hui, hein. Ce n'est pas tellement la question de catholiques-protestants, hein, le Brexit. Oui, et l'autre chose, c'est le commerce, parce que l'économie. Parce que, il y a 20 ans, quand j'étais petit, 30 ans, il n'y avait pas de touristes. Personne voulait venir en Irlande du Nord parce qu'ils pensaient de violence, tout ça. Maintenant, il y a l'industrie touristique et c'est important. Alors, pour l'industrie touristique, c'est très important que tout le monde essaye de travailler ensemble et d'accueillir les gens qui viennent des autres coins du monde. Alors, c'est important et ça change un peu l'ambiance. Parce qu'on a plus d'espérance maintenant, beaucoup plus d'espérance, parce qu'on voit qu'il y a un avenir pour les jeunes, un avenir pour les autres qui travaillent, qui sont contents, sont fiers même de montrer la beauté naturelle d'Irlande du Nord et tous ces coins qui sont vraiment, ça vaut la peine de visiter. Mais oui, ça change un peu. Alors, on a fait pas mal de progrès. Et le défi, l'enjeu maintenant, c'est de conserver ce progrès et de continuer à construire la paix. Parce que c'est la construction, c'est un processus, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est dynamique. Alors, c'est encore en mouvement, hein, ce chemin c'est vers la paix. À tout le monde de faire. Oui, les politiciens, les députés, oui, bien sûr. Oui, les leaders, les chefs de toutes les églises en Irlande. Mais à tout le monde, les paroissiens, les chrétiens, surtout les chrétiens, qui, après tout, pour la famille chrétienne, on travaille pour l'unité, en effet. C'est notre identité de travailler pour l'unité. Alors, c'est un devoir. C'est quelque chose qu'il nous faut faire. Il nous faut au moins essayer de faire ensemble. Hein. Et moi, je vois, comme je suis à Paris maintenant, mais quand je visite chez moi, je vois qu'il y a des dispositifs très, très positifs qui se passent et qui commencent à avoir des fruits visibles même. Ouais. Donc, affaire à suivre, évidemment, dans nos prochaines éditions, hein, cette question du Brexit qui est toujours très, très en mouvement au moment où nous parlons. Merci beaucoup, Père. Bon, merci beaucoup. On revient sur deux actualités dans notre journal des églises. L'Amazonie, qui représente 70% du territoire péruvien, et bien c'est donc avec attention que des membres de ce pays d'Amérique latine sont venus au synode qui arrive à terme ce dimanche après 3 semaines de réflexion et de partage autour du thème Amazonie, de nouveaux chemins pour l'Église et pour une écologie intégrale. Parmi eux, Humberto Ortiz Roca, qui est économiste et secrétaire exécutif de la Commission épiscopale de l'action sociale. Il y participe aux côtés du président de la conférence épiscopale péruvienne, Monseigneur Vidarte. On écoute. Je crois que le synode, en tant qu'espace de réflexion, de proposition, peut être très inspirateur parce qu'il faut avoir en compte la situation de la population les plus affectée pour le changement climatique, pour la situation socio-économique. Et le pape François a dit que la crise sociale et environnementale, c'est une seule crise. Et je crois que une voix prophétique de l'Église par rapport à la défense de la création, par rapport à la défense des droits de l'homme et de la femme, des indigènes et des paysans, sera très important pour encourager les populations en train de continuer le travail pour un vrai développement. Parce que la doctrine sociale de l'Église dit que le développement, c'est le passage de conditions moins humaines à conditions plus humaines. Je crois que c'est la question clé, mais à l'intérieur de la maison commune.
Et puis d'autres actualités ce mois-ci, il s'agit du mois missionnaire extraordinaire décidé par le pape François. Le but, donner un nouvel élan à l'évangélisation. Alors comment l'Église au Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest comptant environ 30% de catholiques, envisage l'évangélisation. Un exemple dans l'est du pays, à Tchaourou, au séminaire Providencia Dei. Il a été créé par Monseigneur Njoué, archevêque de Parakou. Ici, l'évêque, les professeurs et les séminaristes travaillent tous dans les champs. Ils s'occupent de l'élevage, des cultures de fruits et légumes, mais aussi de construire leurs locaux. Car pour l'archevêque de Parakou, les séminaristes, en dehors de leur formation spirituelle et intellectuelle, doivent connaître les réalités concrètes des Béninois et assurer leurs propres moyens de subsistance. C'est un enjeu pour la formation des prêtres de demain. On regarde cet extrait de reportage. Au Bénin, l'église est plus développée dans les villes. Et ce qui fait que la tendance, c'est d'avoir plus de vocations qui viennent de villes. Donc, pour pouvoir les entraîner donc, à entrer dans la dynamique de Monseigneur Pascal, c'est-à-dire évangéliser les périphéries, il faut qu'ils aient un contact avec la vie rurale. Parce que, effectivement, une fois que la personne voit que vous savez ce qu'elle vit, vous connaissez ses conditions de vie, alors il est prêt à vous écouter. Dans une parcelle voisine, Mario, en 3e année, a grandi en ville. Je suis en train de récolter le maïs, les épis de maïs qu'on avait laissés parce que les abeilles nous avaient chassés un peu la dernière fois. Je ne connaissais pas ce milieu avant de venir au séminaire. C'est nouveau pour moi. Moi, je pense que oui, c'est bénéfique. Ces années dans ce séminaire ont aussi fait évoluer sa vision du sacerdoce. Pour moi, être prêtre, c'était rester d'abord sur une paroisse, dire la messe. Faire tout dans ce cadre-là, faire tout dans ce cadre citadin-là. Je n'avais pas forcément cet aspect du prêtre qui pouvait travailler directement de ses mains. D'abord pour se nourrir lui-même, parce qu'il peut se nourrir lui-même avec. Et il peut, par le même fait, évangéliser les autres, parce que le travail est un moyen de communication et c'est un lieu de communication. Je me suis rendu compte que en fait, le prêtre pouvait aussi faire cela et c'était bon pour son corps, bon pour sa personne et bon pour les personnes qui l'entourent. Voilà un beau reportage réalisé en partenariat avec l'aide à l'Église en détresse que vous pourrez voir en entier. Ce sera jeudi à 21h35. Voilà, c'est la fin de cette édition. Un grand merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir.